Voilà. Ah bah d'ailleurs, du coup, on a donné le top départ à Julie. Donc, on va commencer l'enregistrement. Donc, elle est enregistrée, ça veut dire, je préfère le préciser pour tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a que notre image qui est enregistrée. Vous, les participants, votre image n'est pas enregistrée, je le précise. Il y a simplement la nôtre d'image qui est enregistrée. Voilà. Notre image, notre son. Savoir si l'enregistrement sera disponible sur le site, on va laisser, voilà, Julie de la communication vous répondre. Mais alors, du coup, je ne sais pas si Julie a déjà répondu, mais oui, c'est accessible sur le site, sur la page YouTube du centre et sur tous les réseaux sociaux du centre. D'ailleurs, vous pouvez revisionner les précédentes. Bonsoir. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et du coup, j'ai gardé le nom de Bérénice, mais c'est pas grave. Vous pouvez le changer, Denis, en cliquant sur les petits points de suspension. Là. Sur les petits points de suspension. Oui, renommer après. Bonjour, bonjour. Le compteur monte, vous êtes 28. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais quelqu'un nous est connecté depuis la Corse, c'est ça, il me semble. Oui, j'ai l'impression. Merci de nous suivre au-delà de la région. Donc, nous sommes 29 et je crois savoir qu'on vous êtes un peu plus de 70 inscrits. Super, une représentante des usagers et depuis Ajaccio. Merci d'avoir répondu. Pour la dame qui a posé la question pour son micro, vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne trouviez pas l'option. De toute façon, on ne vous entend pas. Notre seul média de communication, c'est les petits messages que vous pouvez nous laisser par écrit. Donc, ne vous en faites pas. Aucun d'entre vous ne peut créer d'interférence sur l'audio. Et si vraiment on devait vous passer la parole, si vous avez besoin, il faut le mettre sur le chat. Et puis, Julie, qui gère la visioconférence, enfin, le webinaire, pourra vous activer. C'est elle qui a tous les droits. On est presque à 50%.
On attend quelques minutes encore, 2 minutes. Allez, on va se dire, allez, 17h06 à 17h07 même il est. À 17h10, nous démarrons. Parce que on va faire pour les gens qui sont à l'heure. Ceux qui sont un peu en retard, c'est pas grave, ils nous rattraperont au fil de l'eau. Avec en vacances en août. Bonjour. Alors, j'avais promis qu'à 17h10, nous démarrions. Il nous reste 1 minute. On est 33. Allô. Allez, ben, j'y vais alors. Je vais juste introduire le séminaire. Je prendrai la parole plus tard. Donc, écoutez, ben, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la Journée européenne des droits des patients. Vous avez autour de la table, enfin, j'allais dire autour de la table, non, autour de votre écran, Bérénice Camille, qui est la responsable juridique du Centre Lombera et qui est aussi en charge de la commission des usagers. Denis Azoulay, qui se présentera dans quelques minutes, qui est membre de la commission des usagers. Et puis le petit beau logo, en fait, je remercie aussi sincèrement Julie Coulon, qui est la direction de la communication du centre et qui a organisé le back-office de ce webinaire. Je vais, dans un premier temps, vous avez Bérénice qui vous fera un petit exposé sur ce qu'est la commission des usagers, sur son rôle et ses fonctions. Ensuite, nous passerons la parole à Denis, en fait, qui est membre de la commission des usagers, qui vous donnera sa vision en tant que membre de la commission, et puis qui introduira une petite partie sur la situation actuelle sanitaire. Et enfin, mais que si on a le temps, parce qu'on veut garder un temps important d'échange entre vous et nous, soit via le chat, soit si Julie vous active le micro directement à l'oral. Je ne sais pas ce qu'elle a prévu, on a oublié de le caler, ça. Mais si on a le temps, je vous ferai une partie sur les moyens, parce que pour nous, au Centre Lombera, la satisfaction du patient est un droit. Et on a déployé des outils internes et on a aussi des outils nationaux qui sont là pour recueillir la satisfaction des patients. Et je vous ferai une petite présentation sur comment on recueille la satisfaction des patients en 2021 au centre et dans le système de santé français. Et je vous rassure, si on n'a pas le temps, pour ne pas bâcler cette partie, on fera un autre webinaire en fait, qui sera exclusivement consacré au recueil de la satisfaction patient dans le système de santé français et au centre, et sur comment on implique les usagers dans notre structure. Voilà, je ne vais pas être plus long sur mon introduction. Ça n'a pas fait venir plus de personnes. Nous sommes toujours 33. Et je vais passer la parole du coup à Bérénice, à toi. Merci, rebonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je m'appelle Bérénice Camille, je suis responsable des affaires juridiques et je m'occupe des relations avec les usagers depuis 16 ans au Centre Léon Bérard. Et donc, j'ai le plaisir de participer à ce webinaire. Je vais commencer par vous présenter brièvement la commission des usagers.
Et puis donc, je passerai à Denis la parole à Denis pour son retour d'expérience. Et après, je poursuivrai avec d'autres diapos qui sont prêtes et qui visent à répondre à des questions que nous avons reçues de la part de patients essentiellement. Donc, ça sera assez ciblé pour répondre à ces questions-là. Abdel, du coup, c'est toi qui t'occupes de faire passer. Merci. Tu peux mettre la suivante. Donc, déjà, vous rappelez que sur le site internet du Centre Léon Bérard, donc ça, c'est la première page sur laquelle vous accédez. Si vous cliquez sur « Je suis un patient et un proche », diapo suivante, vous arriverez sur cette page-là et vous pourrez sélectionner notamment l'onglet, vous voyez « Vous accompagner » et tu peux passer à la diapo suivante. Et dedans, vous aurez ce menu déroulant là sur la gauche avec différents items qui déjà vous parlent et évoquent déjà la commission des usagers, vous voyez ligne 2 et puis quelques droits du patient. Et donc, vous pourrez aller retrouver des informations sur cette page. Diapo suivante. Donc, la commission des usagers, je vous rappelle ses missions. Donc, j'aurais pu mettre un S d'ailleurs à mission. Donc, déjà, vous rappelez que la commission des usagers, historiquement appelée commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, a été dans cette appellation-là créée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qu'on a également appelée plus communément la loi relative à la démocratie sanitaire, qu'on a aussi appelée à l'époque la loi Kouchner, du nom du ministre de la Santé qui a porté cette loi. Et donc, cette commission des usagers, donc maintenant l'abréviation CDU et historiquement, c'était l'abréviation CRUC-PC. Donc, à l'émission suivante, donc veiller au respect des droits des usagers. Attends, laisse pour l'instant la diapo d'avant, merci Abdel. Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge. Faciliter les démarches des personnes malades et des proches. Et dans ces cadres-là, donc, examine les plaintes et les réclamations des usagers, notamment en les recevant, c'est-à-dire soit les plaintes écrites, soit les plaintes et réclamations orales. Alors, quand je dis orales, ça peut être en entretien ou par téléphone. Et quand je dis les plaintes écrites, ça peut être par courrier ou par mail. Et dans les suites, on organise des enquêtes internes pour savoir ce qui s'est passé. Et éventuellement, un autre rendez-vous avec le patient ou les proches. Et on peut organiser ce qu'on appelle des rendez-vous de médiation. Donc, diapo suivante. Merci Abdel. Toujours dans la même définition légale de la commission des usagers qui décrit ses missions, elle a un rôle. Alors, c'est vrai que son nom a changé. Ça ne s'appelle plus la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce nom a changé, mais finalement, ses missions de collaboration et de démarche continue d'amélioration de la qualité perdurent. Donc, la commission des usagers, elle a pour mission également de contribuer par ses avis et ses propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches. Donc, elle a, dans ce cadre-là, différentes missions, notamment participer à l'élaboration de la politique menée, donc sur tous ces items-là, hein, accueil, prise en charge, information, droit des usagers, etc. Elle est associée à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité des soins élaborée par la CME. CME, ça veut dire conférence médicale d'établissement ou commission médicale d'établissement. Le terme varie selon le type d'établissement, s'il est privé ou public. Elle peut se saisir de tout sujet et faire des propositions qui concernent ces thématiques. Elle recense donc les mesures adoptées en cours d'année
bien sûr par la commission elle-même, mais aussi par le conseil d'administration, qui est la plus haute instance dans un établissement de santé, sur toujours ces thématiques droit des usagers, qualité de l'accueil, de la prise en charge. Elle formule des recommandations, des préconisations, et donc elle fournit un rapport annuel. En fait, je pourrais même dire qu'elle en fournit 2, c'est-à-dire qu'elle en présente un en interne à ses instances, et elle répond aussi à une enquête annuelle qui est diligentée par l'Agence régionale de santé et qui contient énormément de questions sur toutes ces thématiques. Et elle peut, là c'est facultatif, elle peut proposer un projet des usagers. Donc voilà pour les missions de la commission des usagers. Ensuite, nous allons voir sa composition. Là encore, c'est une composition légale. Donc, la composition légale, c'est le représentant légal ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. Les médiateurs, donc c'est 2 médiateurs, un médiateur médecin, un médiateur non médecin et leur suppléant, que donc le représentant légal de l'établissement désigne. Des représentants des usagers, donc on va y revenir, et puis Denis Azoulay va vous parler. Donc les représentants des usagers, je vous rappelle, ils sont issus d'associations qui sont reconnues de mémoire par arrêté ministériel. Les représentants des usagers sont désignés par l'Agence régionale de santé. Les membres des associations reconnues peuvent porter leur candidature à la connaissance de l'Agence régionale de santé, qui les désigne par un arrêté de désignation pour participer à telle ou telle instance de tel ou tel établissement. Alors, au Centre Léon Bérard, on a fait le choix, outre ces 4 représentants des usagers, si je puis dire, légaux, c'est-à-dire prévus par la loi dans la commission des usagers, on en a rajouté un qui est un membre de notre conseil d'administration. Donc, un des membres représentants des usagers au conseil d'administration du Centre Léon Bérard, qui lui aussi est désigné par l'Agence régionale de santé, participe également à la commission des usagers du Centre Léon Bérard. Il y a au sein de notre CDU, donc je vais dire CDU pour commission des usagers si vous en êtes d'accord, il y a des représentants du personnel médical et du personnel paramédical, et même des représentants du personnel de l'accueil. Et bien évidemment, il y a le responsable de la qualité qui, chez nous, est le directeur de la qualité, et qui est donc Abdel Hachash, qui est ici présent avec nous. La loi prévoit, la réglementation prévoit que la commission doit se réunir, je dirais de mémoire, au moins 4 fois par an. Nous, on en est à 10 réunions annuelles en séance plénière, et on a un bureau de la commission des usagers en format restreint qui se réunit 1 fois par semaine. Donc, c'est le président qui est notre médiateur médecin, moi-même qui assure la fonction de médiateur non médecin, et la secrétaire de la commission des usagers. Et donc, on se voit de façon hebdomadaire pour faire le point sur toutes ces thématiques, essentiellement, bien évidemment, voir s'il y a eu des plaintes ou des réclamations, et faire le point sur ce qu'on appelle les fiches de signalement interne, donc on peut appeler aussi les fiches incidents. C'est toutes les déclarations d'événements, et on voit dans toutes ces fiches que nous avons reçues quel est l'impact en termes de respect des droits des usagers, en termes de qualité de l'accueil et de la prise en charge, et puis aussi, parce que c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure, en termes de devoirs des usagers. Et des fois, quand les usagers ne remplissent pas leurs devoirs, ça peut mettre à mal les droits de l'établissement, ou plus souvent, je dirais, le droit du personnel d'établissement. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. La diapo suivante. Donc, je laisse la parole à Monsieur Denis Azoulay.
j'ai écrit un petit peu, non pas tout son CV, C'est gentil, je le merci. laisse se présenter, mais comme vous l'avez compris, il est représentant des usagers au Centre Léon Bérard et c'est un membre de la Ligue départementale contre le cancer du Rhône, dont il est administrateur. Merci Denis. Merci. Donc, tout d'abord, merci au Centre Léon Bérard d'avoir organisé ce webinaire. Merci de m'avoir invité. Et puis, merci à Abdel, Julie, enfin tout le groupe communication, et puis à Bérénice aussi d'animer ce webinaire. Donc, moi, je vais faire juste un petit rappel de mon parcours. Donc, je suis de chirurgien dentiste en fait de profession. Suite à un cancer de l'estomac qui a duré beaucoup de temps et dont le parcours n'a pas été simple, mais qui est peut-être assez classique finalement. Mais chaque fois qu'on le ressent, on le trouve quand même particulièrement compliqué. J'ai été obligé d'abandonner mon métier et j'ai rejoint la Ligue contre le cancer et j'ai resuivi un parcours un petit peu atypique. Je me suis beaucoup investi effectivement à la Ligue et j'ai rejoint effectivement cette commission des usagers qui au départ un petit peu un peu bégayé, on va dire, parce qu'on a mis du temps un petit peu avant de dynamiser cette commission. Et aujourd'hui, on peut, je pense, être chacun fier de cette commission parce qu'on y fait vraiment un travail extrêmement dynamique, extrêmement constructif. Et je crois que chacun a appris un petit peu à se connaître et à travailler ensemble pour le bien-être de tous. Voilà. Parce que au départ, on avait plutôt des plaintes, en fait, on va dire un peu bénignes, hein, de transport, etc. Et aujourd'hui, depuis quand même plusieurs années, on a vraiment des plaintes extrêmement difficiles des fois à traiter, hein, puisque parfois pour une seule plainte, on y passe des fois 1 heure, hein, voire 1 heure et quart, pour dire que c'est pas si simple que ça d'y apporter une réponse satisfaisante, parce que c'est parfois des problèmes de fin de vie qui sont parfois compliqués et complexes à gérer, des problèmes d'accompagnement qui sont pas simples. Et dans cette fameuse année 2020 où chacun a fait un peu comme il a pu, voilà, le centre a répondu de façon extrêmement claire et positive à cette pandémie qui est arrivée. Et du coup, on aurait pu penser que en fait la CDU soit un petit peu mise à l'écart pendant cette année 2020. Eh bien, en fait, on a eu, je crois, Bérénice voilà, verra avec moi, parce que je n'ai pas gardé vraiment en mémoire, mais en tout cas, on a eu, je crois, un seul mois sans commission, ce fameux mois de mars ou avril, parce que il a fallu qu'on retrouve un peu notre souffle chacun. Voilà, ok. Mais très très vite, en fait, on a été invité, en tout cas, pas forcément à une CDU, mais en tout cas à un point sanitaire sur lequel Philippe Zrumba, qui est l'un des artisans de cette CDU, nous avait refait un petit retour avec Amine, voilà, pour nous refaire un petit retour sur comment se passait la situation à l'intérieur du CLB pendant ce premier confinement et pendant cette première vague. Voilà. Alors, du coup, voilà, moi j'ai en tout cas beaucoup de plaisir en tout cas à travailler au niveau de cette CDU. Je trouve que les plaintes sont très intéressantes et ce côté de travailler ensemble est vraiment capital, je pense, pour tous les usagers. Voilà. Sur la deuxième partie, effectivement, de cette crise, on pourrait dire, on a effectivement, nous les usagers, beaucoup de questionnements parce qu'on n'a pas forcément pu, en tout cas, en parler beaucoup pendant cette CDU parce qu'on a eu tout le temps ces plaintes à gérer. Et il ne s'agit pas ici d'accuser le Centre Léon Bérard de quoi que ce soit, ni d'être le réquisiteur de quoi que ce soit. Mais effectivement, on a des questionnements parce que, à la fois au niveau de la Ligue contre le cancer, on a plein d'inquiétudes sur le report, par exemple, des interventions, puisque notre président national a encore fait part dernièrement de 23 000 morts qui seraient dus voilà, au report d'intervention. Après, on sait bien que la difficulté de pouvoir gérer ces reports d'intervention n'est pas simple. Voilà. On a des inquiétudes sur les visites, parce que parfois, des fois, l'hôpital ressemble un peu à une prison, en disant droit de visite, pas droit de visite, voilà, combien de visites voilà, un patient a le droit. Et parfois, le patient est peut-être, et on ne le sait pas trop, est-ce qu'il est isolé, est-ce qu'il n'est pas isolé dans sa chambre, parce que déjà le cancer, c'est pas simple, c'est même très compliqué. Si en plus on rajoute de la solitude
à la maladie, on peut effectivement s'interroger. Et puis si on peut penser que les besoins d'un patient sont constants, eh bien, à ce moment-là, qui assure ses besoins? Parce qu'avant, ça pouvait être la famille qui venait et repartait assez facilement. Aujourd'hui, probablement, sont les soignants qui assurent en fait ce que la famille n'assurait pas. Et est-ce que du coup, voilà, il n'y a pas une suractivité des soignants, du personnel du centre? Voilà, est-ce qu'ils ont le temps en fait d'assurer ça? Voilà, voilà. Il y a quelques questions comme ça. Alors, je ne sais pas si je peux enchaîner sur toutes les questions ou si Bérénice, vous voulez reprendre la parole pour représenter la deuxième partie, un peu comme vous voulez. Voilà. Enfin, sinon, Alors, je ce que peux j'avais écrit sur le chat, continuer un petit peu Denis, c'est qu'ils pourraient vous poser des questions tout de suite derrière. Bien sûr, ils pourront reposer des questions à la fin de l'intervention de Bérénice, mais là, on en avait déjà une. Bérénice a répondu dans le chat, mais la question de Madame Poli était est-ce que tous les titulaires et suppléants sont invités et reçoivent bien les documents? Ou Tout juste à fait. Je ne l'ai pas précisé quand j'ai répondu, mais j'allais répondre de vive voix parce que tout le monde n'a pas forcément effectivement l'automatisme d'aller voir sur le chat. Donc, j'allais répondre de vive voix. Donc, juste rapidement par rapport à cette question, puisqu'on est encore sur la thématique des commissions des usagers. Oui, nous, on a fait le choix, mais je sais que c'est différent à ce que j'ai entendu dire ailleurs. C'est-à-dire, les titulaires et les suppléants sont systématiquement invités à toutes les séances, sans distinction de titre, si je puis dire, qu'ils soient titulaires ou suppléants. Ils sont toujours tous invités et reçoivent tous les documents. Tout à fait. Mais si tu me permets, si je peux me permettre, je pourrais dire, moi, pour participer à la commission des usagers, je ne saurais pas dire qui est titulaire et qui est suppléant. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, je ne sais pas qui est titulaire et qui est suppléant parce qu'on ne fait pas de distinction. Tout à fait. On ne fait pas de distinction parce que c'est 4 personnes et donc, comme je vous l'ai dit, mais, on a même une 5e qui est représentant des usagers, mais au sein de notre conseil d'administration, effectivement, on a fait le choix de ne pas faire de différence. Ils nous apportent tous des expériences, des témoignages, des retours qui sont différents, complémentaires. Et alors effectivement, si sur des sujets sur lesquels il y aurait besoin de voter, on devrait faire, conformément au règlement intérieur, peut-être une distinction par rapport à la voie délibérative ou pas, mais en tout cas, non, c'est sans distinction pour la convocation et l'envoi des documents. Peut-être pour répondre… pardon. Pardon, Bérénice. Et c'est vrai que c'est depuis très très longtemps, hein, parce que ça doit remonter au moins, peut-être, je dirais presque à 10 ans, que voilà, si les suppléants et les titulaires sont convoqués. Hein, donc ça fait vraiment très très longtemps. Oui, même plus, parce que Denis, on regarde l'arrêté de désignation, mais je pense que vous êtes là, le temps passe très vite, mais depuis plus de 10 ans, je crois. Mais Ouais, effectivement, on fonctionne comme ça. Donc, tout à l'heure, je disais que à l'époque, donc la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, donc ça a été instauré par une loi de 2002. Le décret d'application est arrivé un petit peu plus tard, en 2005. Mais depuis 2005, en tout cas, nous, on avait fait le choix de fonctionner ainsi. Je vais peut-être, Abdel, si tu en es d'accord, répondre à la question de Denis Azoulay par rapport aux visites. Je réponds maintenant et tu complètes. Maintenant, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est simple pour la compréhension. Donc, je le précise pour toutes les personnes qui sont connectées, le Centre Léon Bérard est un centre de lutte contre le cancer. Je dis ça parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent bien le Centre Léon Bérard et peut-être d'autres beaucoup moins. Donc, on est un centre de lutte contre le cancer. Ça veut dire qu'on ne traite que le cancer, que des patients atteints de cancer. Alors, bien évidemment, notre centre d'imagerie peut être amené à recevoir pour des examens des patients qui, in fine, donc sont là à des fins diagnostiques et in fine, ce ne sera pas un cancer, et heureusement, mais par définition, les patients hospitalisés chez nous, en tout cas, sont tous atteints de cancer. Et donc, vous l'aurez compris, cela veut dire que nos patients sont
fragiles, voire pour ceux qui sont en traitement immunodéprimé. Et en tout cas, ça les expose, et ça de façon certaine et études à l'appui, à développer des formes de Covid plus graves. Et donc, si mes mémoires statistiques sont bonnes, je dirais de 8 à 13 fois des formes plus graves. Et du coup, bien évidemment, ça se répercute aussi sur les risques de décès des patients atteints de cancer qui développeraient le Covid. Cela signifie que très rapidement, il nous a fallu, et bien évidemment sous l'impulsion de l'Agence régionale de santé, prendre des mesures importantes pour pouvoir protéger nos patients et, je dirais presque par ricochet, protéger nos personnels. Parce que si on a des personnels qui sont atteints et qui l'attrapent intramuros, forcément, ça fait moins de personnel pour prendre en charge les patients. En tout cas, pour les patients, il a fallu assez rapidement, c'est vrai ce que dit Denis, limiter, voire même, je vais le dire clairement, interdire les visites. Et quand je dis interdire les visites, comme tout principe, et c'est une juriste qui vous parle, ça connaît des dérogations. Donc, bien évidemment, il n'a jamais été question de laisser, sur par exemple des périodes de fin de vie, de laisser des patients seuls. Donc, il y a eu tout de suite ce principe, mais également des dérogations. Et au fur et à mesure du temps, ce principe qui a toujours été maintenu par l'Agence régionale de santé a connu à un moment, vous le savez tous, parce que vous l'avez aussi vécu dans la vie civile, si je puis dire, notamment à l'été 2020, il y a eu un relâchement des mesures et plus de visites qui ont été autorisées. Le principe restait celui de l'interdiction, en tout cas de la limitation. Et assez rapidement, on l'a vu dans la vie civile, et donc on l'a vécu aussi à l'hôpital, il a fallu remonter le principe de la mesure. Finalement, avec ce principe de dérogation qui vise à limiter les visites, les patients ne se sont pas particulièrement plaints. On a eu, il faut le dire, beaucoup plus doléances sur ce sujet-là de la part des proches. Mais les patients qui sont directement impliqués ne se plaignaient pas trop. Alors, ceci s'accompagne aussi parallèlement à des mesures qui permettent d'essayer de développer les moyens de communication des patients avec la disponibilité du Wi-Fi, avec, pour certains patients, je crois, la possibilité de disposer de, je ne connais plus le nom exact, mais de robots, notamment pour les patients qui sont hospitalisés au très long cours, qui leur permettent de se connecter à la famille avec des vidéos. Et puis, bien évidemment, dans certaines situations, et pas seulement de fin de vie, il y a eu des autorisations pour une personne, voire pour 2 personnes, ou avec un roulement sur 2 personnes. Donc, en tout cas, au niveau de la commission des usagers du Centre Léon Bérard, on n'a pas eu, par rapport aux patients hospitalisés, on n'a pas eu de plainte qui nous reprochaient l'interdiction de visite aux patients hospitalisés. On a eu ce type de doléances, par contre, par des patients, et je dirais surtout des proches, qui venaient pour une consultation et qui n'avaient pas d'accompagnant autorisé. Et là encore, sur les consultations, le principe de pas d'accompagnement connaissait une dérogation. Par exemple, ce qu'on appelle la consultation d'annonce était ouverte aux patients et à
un accompagnant. Alors, bien sûr, ça peut être considéré comme une limite par rapport à d'habitude, parce que hors Covid, on acceptait 2 ou 3 accompagnants, mais effectivement, sur la période Covid, ben, pour les consultations d'annonce, on a réduit à un seul accompagnant par patient. Voilà, on a Mais c'est reçu… pas. Oui, Pardon, pardon, Denis, Bérénice. je vous laisse la parole. Mais c'est pas forcément une première en médecine, puisque même avant la période Covid, les patients qui étaient immunodéprimés, les patients en chambre stérile, les patients pas forcément que pour le cancer, dans d'autres disciplines médicales, eh bien, les visites étaient un petit peu limitées parce que effectivement l'état du patient nécessitait qu'il soit protégé. Voilà, il faut peut-être aussi le rappeler. Voilà, il y a tout un tas de pathologies dans lesquelles effectivement la protection du patient nécessite effectivement bien, de limiter les visites. Voilà. Tout à fait, exactement. Bon, voilà sur ce sujet-là. Si vous voulez bien, je vous propose qu'on avance sur les autres diapos. La première question qui m'était posée, alors la grande thématique, c'était, avant de parler des questions et de vous apporter des réponses, c'était celle des droits des patients. Alors, je vous ai un petit peu listé, attention, je ne prétends pas être exhaustive, mais les droits des patients. Et déjà, je vous rappelais sur le premier bloc que vous voyez qu'il y a des droits des patients qui découlent d'autres droits généraux qui sont accordés à tout citoyen. Et finalement, si on prend le préambule de la Constitution, avec le droit au respect de la dignité, etc., on peut prendre et faire découler de ces principes généraux du droit des droits pour les patients. Donc, droit d'accès égal aux soins, le droit au respect de la dignité du patient sans discrimination, le droit au respect de sa vie privée, le droit à des soins de qualité, le droit à l'information et au consentement. Et puis, bien sûr, il y a des droits plus spécifiques. On rentre plus dans la, je dirais, dans la finesse de la qualité de patients et de personnes malades. Ben, le fait de désigner une personne de confiance, c'est une possibilité qui nous est offerte quand on est hospitalisé. Le droit de rédiger des directives anticipées, c'est ouvert à toute personne, mais bien évidemment, ces directives anticipées ne jouent un rôle qu'à partir du moment où la personne qui les aurait rédigées est malade et mise en situation en tout cas où les équipes médicales sont mises en situation de pouvoir se référer à ces directives anticipées. Le droit à des soins palliatifs, là encore, c'est ouvert à toutes les personnes malades, mais bien évidemment, c'est les patients dont l'État va requérir des soins palliatifs qui auront droit à y accéder. Voilà. Ça, c'était un bref rappel sur les droits des patients. La diapo suivante. Une des questions était quelle est la différence entre la personne contact, la personne à prévenir et la personne de confiance, et surtout la personne de confiance, quel est son rôle? Donc, personne contact et personne à prévenir. Alors, tous les établissements de santé ne font pas cette différence. En tout cas, le centre Léon Bérard, au niveau de l'accueil administratif, fait cette différence, comme d'autres établissements. Alors, la personne qu'on va appeler la personne contact, c'est… alors, petite précision, vous vous en doutez, il est bien évidemment possible pour le patient de désigner pour la personne contact et pour la personne à prévenir, et même d'ailleurs pour la personne de confiance, une seule et même personne. Donc, la personne de contact, c'est une personne que le centre pourrait contacter en dehors du patient, et si et seulement s'il n'était pas joignable, on n'arrivait pas à le joindre, pour des raisons administratives. Par exemple, la mise au point ou l'annulation d'un rendez-vous, la mise à jour du dossier administratif. Parfois, on appelle une fois, 2 fois, 3 fois le patient, et il ne donne pas suite. Et c'est important qu'on puisse lui fixer un rendez-vous, reporter ou avancer un rendez-vous. On n'arrive pas à le joindre. Donc, on va se servir du numéro de la personne contact, vraiment pour cette raison administrative. La personne à prévenir, là, c'est une personne qui pourrait être contactée pour des raisons médicales. C'est-à-dire, le patient est à l'hôpital, il était prévu, par exemple, qu'il sorte
ce soir, enfin, après une journée en ambulatoire ou à l'issue d'un séjour qui était programmé pour tant de jours. Et finalement, son hospitalisation va être prolongée. Et donc, on va chercher à appeler quelqu'un, alors bien sûr avec son accord, hein. Alors, vous me direz, maintenant, la plupart des patients ont téléphone portable. Donc, ils se chargent eux-mêmes de faire, bien sûr, la communication. Mais bon, ce n'est pas une obligation hein, pour les patients d'avoir un téléphone portable. Donc, effectivement, et puis, il peut y avoir des situations où le patient n'est pas en état de prévenir son proche. Il peut être sous le coup de médicaments qui le font dormir, qui altèrent son état de vigilance, etc. Et dans ce cas-là, c'est cette personne-là qu'on va prévenir pour lui dire qu'il y a, pour des raisons médicales, un maintien en hospitalisation, etc. Une complication. Voilà. Ensuite, on va passer sur la diapo suivante à la personne de confiance. Alors, personne de confiance, on va y passer un petit peu plus de temps. Donc, déjà, vous expliquer que, en fait, cette notion, pas sous ce terme-là, vous allez voir, mais est apparue pour la première fois en 1998 dans un avis du comité consultatif national d'éthique. Et il émettait la proposition qu'un patient pouvait désigner ce qu'il appelait à l'époque un représentant mandataire répondant. Donc, qui représentait cette personne? Le patient, pardon. Que représentait cette personne? Donc, quand je dis cette personne, c'est représentant, mandataire, répondant. Les intérêts du patient. Et c'est très important de le souligner. On va revenir sur ce sujet. Qui mandatait cette personne? Donc, le patient lui-même. Sur quoi? Sur 2 points. Et là encore, je suis en train de vous parler de l'avis du conseil du comité d'éthique, mais vous allez voir qu'on va retrouver ça un peu plus tard. C'était sur le fait de recevoir l'information à la place du patient et de fournir le consentement à sa place si le patient n'était pas apte à le faire à ce moment-là. À qui donc cette personne devait répondre? À l'équipe médicale et soignante. Et comment? Attention, bien évidemment, pas en fonction de ses intérêts et convictions personnelles, mais en principe, en fonction des intérêts et des convictions du patient. Donc, sur la diapo suivante, je vous explique que pour assurer ces missions, le comité consultatif d'éthique disait, donc pour assurer ces missions, il faut une personne qui soit digne de confiance, être certain qu'elle fera passer les intérêts du patient avant les siens, d'où l'évolution de la désignation, on est passé à personne de confiance. Et c'est un système qui visait à sortir de la sphère traditionnelle de la famille au sens civil pour prendre en compte des réalités vraiment concrètes et qui pouvaient être plus subtiles. Alors, le comité consultatif citait des exemples, mais un couple homosexuel, donc je vous rappelle, on est en 98, donc non marié, donc pas de famille au sens civil. Un homme vivant avec une femme depuis longtemps, mais qui n'était pas divorcé. Une jeune femme qui était témoin de Jéhovah, mais dont les parents n'acceptaient. Alors, quand je dis jeune femme, là, pour le coup, je parle quand même d'une majeure, dont les parents n'acceptaient pas la croyance, etc. Donc, diapo suivante, vous avez bien compris la logique. Et donc, c'est dans cette mouvance-là que quelques années plus tard, donc dans la loi du 4 mars 2002, ces développements et réflexions ont été repris et le texte de la loi a créé cette obligation pour l'établissement de proposer aux patients de désigner cette personne de confiance et donc un droit pour le patient qui a la faculté, ce n'est pas une obligation, de désigner une personne de confiance. Du coup, on va rentrer un petit peu plus précisément dans la diapo suivante sur tout ça. Alors, ça, pardon, c'est juste très rapidement, on a un petit formulaire, une petite notice d'information qui a été faite par tous les centres de lutte contre le cancer, donc avec des groupes de travail relus par ce qu'on appelle des focus groups, donc c'est-à-dire des groupes de patients. Donc, on a voilà, une notice d'information sur la désignation de la personne de confiance qui est disponible sur nos sites internet des centres et d'Unicancer, qui, en tout cas, on a des bons retours. Donc, qui peut désigner une personne de confiance? C'est toute personne majeure. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça, je vous l'ai mis entre guillemets parce que c'est le début du texte de loi, hein, L 1111-6 du Code de la santé publique. La condition, c'est donc d'avoir la majorité. Ça veut bien dire qu'une personne mineure ne peut pas désigner de personne de confiance. Et alors, bien sûr, il y a la condition de majorité, mais les majeurs, alors qu'on dit, c'est pas très joli, on peut dire les incapables majeurs, mais on parle maintenant plus des majeurs dits protégés par une mesure de tutelle. Toutes les mesures de protection ne sont pas concernées par cette restriction, mais en tout cas pour les mesures de tutelle qui sont vraiment renforcées, donc certaines situations de handicap mental très prononcées, de personnes avec des sénilités très prononcées aussi et qui ne pourraient ne pas être en état de consentir, elles ne peuvent pas désigner de personnes de confiance. Et par définition, vous le savez, c'est le tuteur dans ces cas-là, selon le jugement de tutelle, qui doit être informé et consentir. En plus du majeur protégé, bien sûr, il garde un droit à recevoir l'information et à rechercher son consentement si c'est possible de la personne. Cette désignation se fait par écrit et elle est révocable à tout moment. Diapo suivante, c'était pour vous montrer un exemple. Alors, c'est le nôtre de formulaire de désignation. Il y a une petite nouveauté qui a été introduite il y a assez récemment dans la réglementation. C'est que maintenant, la signature en principe du formulaire de désignation par le patient, ça a toujours été le cas, mais par la personne de confiance aussi, est requise. Parce que parfois, en fait, des personnes de confiance se retrouvaient contactées par des équipes médicales et en fait, elles découvraient le rôle que le patient lui avait donné. Diapo suivante. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, sur la diapo suivante, je crois qu'on a fini. Ah non, il y avait encore des choses. Pardon. Qui peut être désigné personne de confiance? Donc, toute personne majeure capable peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou, le texte le dit, un médecin traitant. En pratique, c'est assez rare et surtout, ce n'est pas forcément une situation qui est comment dire, confortable. Enfin, comme on dit, on ne peut pas être jugé partie, donc on ne peut pas être à la fois médecin, en tout cas, qui prend en charge le patient et s'interroger en tant que personne de confiance. Le mot proche est à entendre au sens large, hein, c'est important, c'est n'importe quelle personne que l'on considère assez proche et assez digne de confiance pour représenter ses intérêts en tant que patient. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Et donc, c'est n'importe quelle personne en qui on a confiance, mais qui doit être un majeur capable, c'est-à-dire plus de 18 ans. On ne peut pas désigner une personne de confiance qui serait mineure et on ne peut pas désigner une personne qui serait placée sous une mesure de protection de type régime de tutelle comme personne de confiance. Voilà. Et enfin, sur la diapo suivante, très important, sur le rôle de la personne de confiance. Alors, le rôle, là aussi, il est défini par la loi. Cette personne, elle sera consultée, j'insiste, lorsque le malade sera hors d'état d'exprimer sa volonté. Et donc, que la personne de confiance va recevoir l'information nécessaire, donc au lieu et place du patient qui est à ce moment-là hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc, c'est des exemples, un patient qui est inconscient, qui est dans le coma, qui est sous l'emprise de médicaments très forts, etc. Et merci Abdel, ou en fin de vie. Et du coup, à ce moment-là, la personne de confiance peut jouer pleinement son rôle. Et dans ce cas-là, elle devient un interlocuteur privilégié de l'équipe médicale et soignante de façon à recevoir l'information et transmettre les préférences et les volontés du patient. On en parle souvent, par exemple, en matière de réanimation. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses prises de décision. Mais c'est bien une aide à la prise de décision et ce n'est pas
une prise de décision et un consentement au lieu et place du patient dans ce cas-là. Donc, vraiment, le rôle fort de la personne de confiance s'expanse quand le patient est hors d'état de manifester sa volonté. Voilà, pour la personne de confiance. Ensuite, il y avait une question sur les directives anticipées. Qu'est-ce que c'est les directives anticipées? Donc, c'est un document qui peut être rédigé par toute personne majeure, ça veut dire que ça exclut les mineurs, pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Alors tout de suite, vous voyez avec ce qu'on a dit juste avant, que parce qu'on disait que le rôle fort de la personne de confiance s'expansait quand le patient est hors d'état de manifester sa volonté, mais une autre façon aussi de faire valoir son opinion, ses volontés pour le patient, c'est de rédiger ces directives anticipées. Et notamment pour indiquer les souhaits que donc, cette personne rédactrice des directives pourrait avoir sur des questions de fin de vie. Pas seulement, hein, je précise, mais comme ici on est dans un centre de lutte contre le cancer, on ne fait pas par exemple, de réanimation des accidents de la route. Nous, c'est souvent des questions de fin de vie qui peuvent être questionnées à travers des directives anticipées. Donc, peuvent être abordées la question de la limitation et des arrêts des traitements. Les directives anticipées, elles sont modifiables et révocables à tout moment. Et ça, c'est assez récent aussi, cette précision-là. Elles ont une durée illimitée. Auparavant, elles avaient, d'après les textes, une durée de 3 ans. Mais compte tenu qu'elles sont modifiables et révocables à tout moment, il a été considéré, il y a eu une évolution réglementaire sur ce point, qu'elles avaient une durée illimitée. Et le médecin doit absolument en tenir compte, lorsqu'elles existent, bien évidemment, pour toute décision. Je m'explique. Il doit en tenir compte, ça veut dire que si elles existent, il doit absolument les consulter. Ça ne veut pas dire qu'elle le lit. Elles ne s'imposent pas au médecin, mais elles doivent impérativement être prises en considération dans la balance de la discussion. Et ces directives anticipées qui sont écrites par le patient lui-même, à un moment où il était en état de le faire, priment sur l'avis qui pourrait être émis par la personne de confiance, par la famille ou par les proches. La diapo suivante, s'il te plaît, Abdel. On va passer sur la communication du dossier médical, donc qui est bien évidemment un droit du patient ou de ses ayants droit, on va y revenir. Donc, il y avait une question sur ce sujet-là. Donc, qui a accès au dossier médical? Du vivant du patient, c'est le patient lui-même, bien sûr, ou ses représentants légaux si c'est un patient mineur ou un majeur protégé, ou j'ai écrit toute personne munie d'un mandat express. Alors, le mandat express, attention, il vient du patient lui-même, mais il est tout à fait habilité, le patient, à mandater une personne qu'il désigne nominativement pour récupérer son dossier médical. Au décès du patient, les ayants droit peuvent demander la communication du dossier après qu'on ait pris soin de vérifier leur qualité d'ayant droit. Bien évidemment, quand un patient contacte un établissement de santé pour avoir communication de son dossier médical, il y a aussi une vérification qui est faite, une vérification d'identité. Si on a un appel par un patient ou un courrier, rien ne nous garantit que c'est bien lui. Donc, on va toujours vérifier son identité. Petite précision très importante, on a parlé de la personne de confiance tout à l'heure. Attention, elle ne possède pas, de fait de cette qualité de personne de confiance, elle ne possède pas de droit d'accès au dossier patient, ni du vivant du patient, ni à son décès, sauf si, bien sûr, au décès. Alors, il pourrait y avoir 2 cas. Du vivant du patient, le patient pourrait tout à fait mandater sa personne de confiance pour obtenir communication du dossier médical. Et après le décès du patient, si la personne de confiance a aussi la qualité d'ayant droit du patient, elle pourra demander cette communication.
Donc, en suivant sur, le dossier, médical, donc comment le demander? Donc, ben, par écrit, en tout cas, au centre, Léon Bérard, bon, ben, bien évidemment, hein, comme partout, vous pouvez le demander par courrier postal. La plupart des établissements de santé maintenant ont, un site internet par lequel on trouve, les formalités de demande. Nous, on a aussi créé une adresse mail, dédiée. Voilà, puis c'est assez simple, dossier-CLB. Et les formalités, je pense quasiment 100% des établissements de santé ont mis au point un formulaire à remplir pour être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires au regard de la réglementation pour répondre à la demande comme il se doit. Et je le disais tout à l'heure, il faut justifier de son identité. C'est-à-dire que le demandeur soit patient, le mandataire du patient ou l'ayant droit, la personne qui demande doit, et c'est normal, justifier de son identité et de sa qualité d'ayant droit. Donc, dans la diapo suivante, on peut passer assez rapidement. Je vous montrerai l'accès sur le site internet. Donc, c'est toujours le même espace, hein, dans l'espace patient, vous accompagner et connaître mes droits. Il y a un- dans le menu déroulant un onglet accès au dossier patient. Et là, on retrouve tout, l'adresse mail, le formulaire qu'on peut remplir et nous adresser pour une demande. Merci Abdel. Je pense qu'on pourrait peut-être juste rajouter une petite, enfin deux, trois petites choses. Oui, Enfin, si voilà, si on me permet, bien sûr. c'est peut-être pour montrer la différence en fait, des centres anticancéreux par rapport aux autres établissements hospitaliers. C'est que le directeur du centre est un médecin, ce qui est assez rare aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, c'est ce qui se donne peut-être à cette commission des usagers, peut-être quelque chose un petit peu spécial, parce que je trouve qu'elle fonctionne très très bien, et que dans les plaintes qu'on reçoit, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Bérénice, sur en tout cas les proches et les patients, je pense qu'on reçoit au moins autant de plaintes de la part des proches, ou en tout cas autant de remarques, de courriers de la part des proches que de la part des patients, et qu'on pourrait peut-être penser qu'on ne fait pas attention forcément si même le proche n'est pas une personne de confiance, parce qu'on pourrait penser que la plainte pourrait se limiter juste aux patients ou aux personnes de confiance, mais on examine vraiment la totalité des plaintes, même quand elles n'émanent pas effectivement d'une personne de confiance. Tout à fait. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de répondre à toutes les plaintes qu'on reçoit. Il nous est arrivé, je pense que vous vous en souvenez, Denis, de recevoir des plaintes de personnes qui se présentaient comme proches et Et effectivement, voilà. on le croyait tout à fait, mais de proches qui nous paraissaient suffisamment éloignés pour, au regard de ce qu'on lisait de la plainte, comprendre qu'ils n'avaient pas tous les éléments. Et dans ce cas de figure, bon, si le patient est encore en vie, ben bien sûr, c'est lui notre interlocuteur principal. Et sinon, ben, on se rapprochait de la personne dont on avait connaissance et qui avait toute chance d'être ayant droit pour savoir si on pouvait donner suite à la demande. Je sais que vous pensez au même cas récent que moi, où Voilà. c'était une belle tante qui avait écrit et l'épouse était, enfin, pardon, la patiente était décédée et elle était mariée, donc elle avait un époux, donc un ayant droit au sens civil. Et donc, c'est auprès de lui qu'on s'est rapproché pour savoir si on pouvait donner suite à cette plainte, parce que forcément, c'était une plainte sur un sujet médical. Et du coup, on voulait traiter ça avec lui. Et d'ailleurs, presque exclusivement avec lui, parce que, vous le savez tous, la confidentialité demeure après le décès du patient. Donc, il n'était pas question de lever des informations auprès de cette personne certainement tout à fait bienveillante et demandeuse de clarification. Mais voilà, il ne s'agissait pas de donner de nouvelles informations médicales qu'elle n'avait pas eues et qu'elle n'était pas censée avoir. Et la dernière chose que on peut peut-être ajouter, c'est qu'effectivement, comme au centre Léon Bérard, effectivement, on a quand même enfin, on ne traite
que du cancer, effectivement, le pronostic vital est souvent concerné par rapport à certains autres établissements et que du coup, les plaintes qu'on doit traiter ont toujours un caractère effectivement grave, voire important, parce que justement, on a souvent effectivement des conditions, même si effectivement on n'a pas des décès, mais probablement parfois des parcours très complexes, très compliqués, qu'on partage parfois avec d'autres établissements, puisque beaucoup d'établissements vous envoient des fois les patients, qu'on essaye de recevoir dans les meilleures conditions possibles. Et c'est de ça dont on parle souvent. Voilà. Tout à fait. Donc, le mode de communication, là, ce que je vous dis, c'est valable pour tous les établissements de santé, hein. Ce n'est pas propre au Centre Lombera. Pour récupérer son dossier, soit l'établissement va vous l'envoyer par voie postale. Alors, au Centre Lombera, on a fait le choix de l'envoyer systématiquement en lettres recommandées avec accusé de réception, hein, parce que comme ça, il y a le nom sur l'enveloppe et on est sûr, on a un suivi de l'envoi, ou le patient ou l'ayant droit peut opter pour une remise en main propre, donc à l'établissement. Dans les options, il y a la possibilité de rencontrer un médecin. C'est le patient qui choisit, hein, qui va cocher dans le formulaire, le patient ou l'ayant droit, qui choisit savoir s'il veut rencontrer un médecin au moment où on lui... alors, soit au moment où on lui remet en main propre, soit parfois, il va opter pour la situation suivante. On lui envoie par voie postale et il va vouloir de façon corollaire, consécutive, un rendez-vous avec le médecin. En pratique, ce que j'observe, c'est que les patients eux-mêmes demandent rarement de rendez-vous avec le médecin. Par contre, les ayants droit, très souvent de ce que j'ai observé, les enfants de patients décédés, et souvent quand c'était des enfants qui étaient encore relativement jeunes au moment du décès, demandent à rencontrer le médecin en fait. Et surtout quand, je dirais la vie et le hasard offrent l'opportunité que le médecin qui a pris en charge le parent décédé exerce toujours. Il y a une envie pour l'enfant ayant droit de rencontrer ce médecin qui a pris en charge et qui a accompagné son parent décédé. Et je préfère le souligner, la réglementation prévoit que les établissements de santé sont habilités à facturer les demandes de dossiers. Les prix sont encadrés, hein, d'un point de vue réglementaire. C'est un prix par page et par CD-ROM. On a fait le choix au Centre Lombera de ne pas facturer pour une raison, une double raison. Une raison juridique d'abord. Je ne sais pas si vous le savez, mais en termes de propriété juridique, le dossier appartient au patient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le dossier médical d'une personne recèle de données qui sont propres au patient. Ce sont des données issues de sa santé, donc issues de sa personne. Donc, bien évidemment, ces données lui appartiennent. Alors, je vais faire un petit bémol avec ça, c'est que le dossier médical, c'est un outil de suivi et de qualité de la prise en charge. Donc, l'établissement est détenteur de ce dossier et doit bien évidemment l'alimenter, le conserver. Et il y aura tout à l'heure, je répondrai à une question sur ce point-là. Donc, c'est pour ça que, par définition, s'il vous appartient, on se dit pourquoi on va faire payer quelque chose qui vous appartient. Et puis, en plus, d'un point de vue plus organisationnel, on doit traiter les patients sans discrimination et les dossiers en cancérologie peuvent être très volumineux. Ça nous arrive d'avoir des dossiers et je parle là juste du dossier médical et pas forcément des correspondances, etc. Mais juste un dossier médical, ça va pouvoir atteindre 175 pages. Donc, le prix, c'est 18 centimes d'euros la page. Voilà, il y a des patients qui ne pourront pas suivre en fait le coût. Voilà, des soucis de non-discrimination et aussi un souci de rapidité de traitement de la demande. C'est-à-dire que quand un patient nous demande son dossier, déjà, il y a des délais légaux, hein,
qui sont relativement rapides. Mais si en fait, donc les établissements qui font payer font remplir un formulaire et demandent donc un règlement. En fait, tout ça, ça rajoute des étapes dans la demande qui qui rallongent, si je puis dire, le délai de traitement. On part du principe que les patients qui nous demandent leur dossier, généralement, c'est qu'ils en ont besoin et qu'ils ont certainement une bonne raison. Donc, si on commence à rajouter des délais pour avoir le paiement, et puis le paiement, il faut l'avoir avant, parce que si on l'a, il ne faut pas le demander après, parce que sinon, si vous le demandez après, les gens ne payent pas, donc il faut mettre en place des systèmes de recouvrement, etc. Donc, nous, pour l'instant, il nous a semblé plus simple effectivement de ne pas facturer. Voilà. Voilà pour cette diapo-là. Je ne sais pas si j'en avais d'autres sur le sujet. Non. Je passe maintenant, on a parlé des droits des patients, aux devoirs. Et c'est assez important et ça faisait partie des questions des patients et du groupe de patients du Centre Lombera, les devoirs. Alors, déjà, je voulais souligner 2 articles qui sont assez méconnus, mais moi qui me semblent très, très importants. 2 articles de loi. Le premier, c'est « Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose ». Moi, j'adore cet article et je vais vous donner un exemple qui est assez évocateur. On entend régulièrement des patients dire « J'ai droit au bon de transport ». Alors, le fait qu'on soit atteint d'un cancer fait qu'on est reconnu, une fois que le cancer est avéré, en ALD, affection longue durée, généralement ALD 100%. Donc ça score une prise en charge financière des soins du cancer. Mais cette prise en charge des soins, ce n'est pas la même chose que la prise en charge des transports. Et les patients de nous répondre « Mais j'y ai droit, j'ai un cancer, je suis en ALD ». Et nous, de leur expliquer « Non, bien évidemment, par rapport aux soins du cancer, vous ne devez pas être exposé à des frais supplémentaires par rapport au traitement du cancer. Mais par contre, la logique des bons de transport, qui sont des prescriptions médicales, c'est aussi très, très encadré. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on a des bons de transport. Bien évidemment, vous vous doutez bien que pour, je ne sais pas, venir à une chirurgie de son cancer, on a un bon de transport. Ce n'est pas anodin que je vous donne cet exemple-là pour illustrer ça. C'est que le fait d'avoir des prescriptions médicales de bons de transport qui font supporter à l'assurance maladie les frais de transport fait que s'il y a un trop gros abus sur les frais de transport, un jour, ce sont des soins sur le cancer qui ne seront plus remboursés. Donc, c'est pour ça que cet article, c'est un exemple comme un autre, est important. C'est qu'effectivement, il y a des droits qui sont reconnus, mais il s'accompagne de responsabilités. Et parmi les responsabilités, bien évidemment, il y a le fait de respecter la réglementation et la législation, mais il y a aussi effectivement le fait de se rendre compte que tout ça repose sur un système en fait, et un équilibre. Un autre article qui est important… Juste, Bérénice, pour étayer ce que tu viens de dire, qui est important de comprendre, c'est que le budget du centre, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 250 millions d'euros. Le budget transport, puis ça fait faire un petit pause. Le budget transport du centre, en fait, c'est un tout petit peu moins de 20 millions d'euros. Ça veut dire que c'est quasiment 10% de nos dépenses, en fait, qui sont du transport, en fait, possible. Oui, merci Abdel de donner des chiffres parce qu'effectivement, ça illustre bien. Et cet deuxième article que je cite, il est d'autant plus important parce que c'est le premier alinéa de l'article qui parle ensuite de la commission des usagers, qui instaure la commission des usagers. Et donc, il dit quoi? Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire. Donc, il y a bien l'aspect de la obligation, on pourrait dire aussi devoir des patients. Il n'y a pas seulement des droits.
Donc, sur la diapo suivante, je crois qu'il y a encore 2 diapos après celle-ci. Je vous en ai donné certains que j'ai essayé de rassembler. Je dirais la nécessité d'abord de se conformer aux règles administratives d'organisation de l'établissement. Par exemple, les visites. Il y a des horaires de visite et un nombre de visiteurs qui est accepté. Et là, je vous dis ça même hors Covid. Dans la plupart des établissements de santé, par exemple, le matin, c'est vraiment consacré aux soins et, comme on dit, autour du service par l'équipe médicale ou par l'équipe soignante. Et dans ce cas-là, dans la plupart des établissements de santé, les visites sont autorisées à partir de, je ne sais pas, midi, midi 30, etc. Ça, c'est affiché. Mais voilà. Et le nombre de visiteurs aussi. Donc, tout à l'heure, on parlait de la réduction ou de l'interdiction du nombre de visites du fait du Covid, mais en fait, dans les règles, je dirais, habituelles, hein, hors contexte pandémique, il y a de toute façon une limitation. Parce que les patients qui sont hospitalisés, il ne faut pas oublier que s'ils sont hospitalisés, ils ont besoin aussi de repos. Et leur repos à eux, mais des fois, s'il y a un débordement, s'il y a 15 personnes qui arrivent, généralement, vous vous en doutez bien, elles ne sont pas toutes dans la chambre, donc il y en a dans le couloir, et du coup, ça peut indisposer aussi les autres patients. Donc, discrétion, interdiction de fumer, c'est un autre exemple. L'acceptation de se conformer aux recommandations, prescriptions ou injonctions des personnels de l'établissement. Par exemple, sur les sorties, sur le fait de ne pas avoir de plantes ou de fleurs, le fait que les animaux soient interdits, etc. Et l'alimentation. Ça, je dirais, c'est presque l'exemple le plus parlant que je peux vous donner. Si vous avez une chirurgie et qu'on vous prescrit, j'ai mis injonction, parce que souvent, on vous le dit de manière quand même assez formelle, vous avez une chirurgie, on vous dit qu'il faut être à jeun à partir de minuit. Si le patient mange au petit matin, etc., ça l'expose à un risque, bien évidemment. Le respect des droits des autres personnes, qu'elles soient personnes malades, visiteurs ou professionnels de santé. On va passer à d'autres exemples de devoirs. Donc, le patient ou son entourage donne aux professionnels de santé compétents les informations nécessaires à la prise en charge hospitalière et au traitement requis. Ils ont le devoir d'informer complètement le médecin sur son état de santé, les traitements suivis et les risques potentiels pour des tiers qu'il comporte. Et alors, quand je dis les traitements suivis, ça serait presque au sens large. On a des patients, on le sait, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir de tabou là-dessus, qui font appel à des médecines douces et à des médecines parallèles et qui prennent des produits complémentaires. C'est très important de le signaler parce qu'on oublie aux médecins et aux cancérologues, on oublie souvent que les plantes, toutes plantes qu'elles soient, peuvent avoir des interactions avec les médicaments qui vous sont prescrits. Donc, il y a une obligation de loyauté qui est mutuelle. Et c'est vraiment important de le signaler. Ils collaborent donc autant que possible avec le personnel hospitalier et se conforment à leurs prescriptions et consignes. Le patient participe activement au projet de soins et adopte un comportement cohérent avec la démarche thérapeutique et les préconisations médicales. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, un patient à qui on aurait contre-indiqué, je ne sais pas, ça peut être le fait de fumer ou bien évidemment le fait de boire, par exemple avant une chirurgie. Effectivement, ce qui est important, c'est que le patient essaye d'avoir un comportement cohérent. Quand il y a cette interdiction, ce type d'interdiction qui est posé, c'est toujours dans un but médical, voire thérapeutique. Alors, bien évidemment, là, je vous ai pris 2 exemples qui parfois sont, je dirais, c'est des addictions qui sont plus fortes que les patients, donc on peut mettre en place des choses avec les addictologues par rapport à ça. Et enfin, je crois que c'est la dernière diapo sur les devoirs, la nécessité d'un comportement correct et respectueux à tout moment. J'insiste, on a vu ces dernières années
une montée en charge des incivilités, des agressions verbales, donc, des menaces, des violences verbales, des injures, des propos discriminants, la diffamation, parfois des outrages, voilà, qui sont ben, alors bien sûr, on pense toujours aux violences physiques. Bien, heureusement qu'on y pense et heureusement qu'elles sont sanctionnées, mais le simple fait de menacer les gens, d'avoir de l'agressivité, des menaces verbales, etc., c'est aussi punissable par la loi. Et du coup, ça entraîne deux choses. Ben, la première, c'est qu'on a aussi le droit de faire un dépôt de plainte à l'encontre d'un patient ou d'un proche qui aurait été particulièrement incivil ou agressif. Et la deuxième chose, c'est que dans certaines situations, ces propos et des attitudes peuvent avoir à ce point entaché, la confiance, mutuelle qui est de mise, hein, dans une relation, thérapeutique, soignant-soigné, médecin-patient, que, ben, il y a une possibilité pour le médecin et pour l'établissement de se dégager de sa mission de soins et de confier le patient à une autre équipe quand il a été, beaucoup trop loin. Voilà ce que je voulais vous dire sur les devoirs et je pense que j'en ai terminé avec, la réponse, aux questions les réponses aux questions qui étaient, préexistantes. Complètement. Je vais te lire les questions. Il y avait déjà 3 questions qui sont arrivées, Bérénice. La première concernait les directives anticipées, à savoir où est-ce qu'elles étaient conservées? Alors, déjà, je vais parler pour le centre Léon Bérard, mais la plupart des établissements de santé maintenant ont un dossier, informatisé. Alors je ne sais pas comment pratiquent les autres établissements de santé, mais s'ils ont un dossier, comment dire? Tout informatisé, comme c'est le cas au centre Léon Bérard, ça a certainement été, prévu, dedans. Donc par exemple, au centre Léon Bérard, il y a un onglet spécial, hein, directives anticipées et donc les directives anticipées sont scannées, dans cet endroit-là et donc identifiées et identifiables à cet endroit-là. Hem, Après, il arrive que, selon le type de séjour et cetera, que, le service dispose aussi d'une copie papier de directives anticipées et parfois, parce qu'on l'a déjà vu, c'est les patients eux-mêmes qui les gardent dans leur chambre d'hôpital et qui le disent d'ailleurs. Ils disent ben, je les ai gardés là, je les ai amenés avec moi, etc. Je dois dire que l'expérience, ce n'est pas tous les patients hein, qui ont rédigé des directives anticipées, c'est des patients qui ont déjà réfléchi au sujet et qui ont pris le temps voilà, de les rédiger. Donc, ces patients-là, généralement, ils font partie des patients qui manifestent hein, le fait qu'ils les ont rédigés et qui les communiquent. Et qui, voilà. On peut peut-être même ajouter qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être patient pour pouvoir rédiger des directives anticipées, hein, Bérénice, puisqu'on connaît chacun des personnes qui se promènent avec leurs directives anticipées en quelques lignes dans leur portefeuille ou dans leur sac à main. Tout à fait. Donc, la deuxième question, alors qui se rapporte à celle-ci, je ne vais pas les faire dans l'ordre du coup, c'est combien de temps est conservé le dossier médical? Oui, alors, le dossier médical, là aussi, c'est un peu une réponse à tiroir. Je vais déjà vous donner la réponse de principe pour un dossier médical lambda. On va dire que c'est 20 ans, sauf si le patient était mineur au moment des faits. Et dans ce cas-là, le délai de 20 ans va commencer à courir à compter pardon, de sa majorité. Maintenant, j'étends ma réponse. Par rapport à certaines données médicales, il est prévu un temps plus long. Nous, par exemple, on fait de la cancérologie. Donc, si on regarde les textes qui encadrent les délais, on peut dire, si on cumule les textes, qu'on préconise, en cancérologie en tout cas, un délai de conservation de 40 ans pour le dossier médical qui a trait au cancer. En tout cas, au centre Léon Bérard, au jour d'aujourd'hui, on a fait le choix de ne détruire aucun dossier. Donc,
Ça nous arrive, donc le Centre Lombérard a été créé en 58. On trouve des dossiers dans nos archives qui datent des années 60. Et on a fait le choix pour l'instant de ne pas les détruire, parce que ça nous arrive d'en sortir, notamment maintenant que l'oncogénétique s'est énormément développée. Alors, parfois, c'est des patients qui ont été soignés il y a très longtemps, qui reviennent vers nous et qui nous demandent effectivement leur dossier. Mais la plupart du temps, sur les très anciens dossiers, c'est des ayants droit qui sont soit pris en charge pour un cancer, soit dans le cadre de démarches oncogénétiques, et du coup qui nous demandent de vieux dossiers. Voilà pour la question de la conservation. Et enfin, il y avait une question sur est-ce que toutes les pièces sont sur MyCLB? Non, toutes les pièces, tous les comptes rendus sont sur MyCLB. Je précise, tous les comptes rendus validés. Vous savez par exemple qu'en matière d'anatomocytopathologie, des fois le compte rendu est étayé au fur et à mesure des jours en fonction de ce qui est observé sous le microscope. Donc, c'est les comptes rendus qui sont validés, qui seront disponibles. Mais effectivement, je pense que par exemple, si vous cherchez des documents relatifs, qui ne sont pas des comptes rendus de consultation, mais relatifs à une chimiothérapie, l'administration de la chimiothérapie, donc qui sera plutôt un dossier, un document, on va dire, infirmier. Vous ne le trouverez pas sur MyCLB. Donc, pour ceux qui ne sont pas au Centre Lombérard, MyCLB, c'est ce qu'on appelle le portail patient, qui permet aux patients du Centre Lombérard qui l'ont souhaité, ce n'est pas une obligation, d'accéder à certains documents, et qui sont quand même nombreux de leur dossier. Et puis, quoi vous préciser par rapport à ça? Je parlais de compte rendu validé, et certains documents ne sont disponibles qu'à partir du moment où vous avez vu votre médecin. Je vous donne un exemple. Vous avez passé une IRM de contrôle au Centre Léon Bérard, et dans les suites, quelques jours plus tard, où vous avez rendez-vous avec votre cancérologue, les documents ne seront poussés sur MyCLB qu'à partir du moment où vous aurez vu votre cancérologue, parce que sa consultation aura eu pour but de vous informer du résultat de cet examen. Est-ce qu'il y a un contrôle de la maladie? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle régresse? Est-ce qu'elle évolue? Etc. Donc, il peut y avoir effectivement un jeu de délai comme ça par rapport à la disponibilité sur MyCLB. Merci Bérénice pour ces réponses précises. Nous avons une personne qui a levé la main, donc qui, j'imagine, voulait poser une question directement à l'oral. Donc, Julie, merci de bien vouloir activer le micro de cette personne, s'il te plaît. Donc, si je fais confiance à la réactivité de Julie, madame, vous devez pouvoir parler, on devrait pouvoir vous entendre. C'est à vous. Sauf si c'était une erreur. Dans ce cas-là, je vais faire les questions et les réponses tout seul. Je crois que... Non, je crois que j'entends rien. Mais du coup, juste Bérénice, je rebondis sur ce que tu venais de dire, en fait, en disant que c'était un droit d'ouvrir MyCLB. Est-ce que le patient peut choisir de ne pas nommer de personnes de confiance, de ne pas nommer de personnes à prévenir ou de personnes contact? Alors, tout à fait. La personne de confiance, c'est vraiment une faculté pour le patient. C'est une obligation pour l'établissement de santé de le proposer aux patients, attention, hospitalisés. Les patients qui viendraient simplement en consultation, l'établissement n'est pas tenu de leur proposer cette désignation. Et pour le patient, c'est une faculté. Sur la question des personnes à prévenir et personnes contacts, là encore, il n'y a pas d'obligation. Donc, ça nous arrive de temps en temps qu'il y a des personnes qui ne le font pas, soit parce que ce sont vraiment des personnes qui sont assez isolées, soit parce que
voilà, elles souhaitent tenir autour de leur prise en charge, une très, 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 très stricte confidentialité. Et j'en profite pour rappeler aux personnes qu'elles ont la possibilité de demander, lorsqu'elles sont hospitalisées, d'être prises en charge. Alors ici, on appellera ça avec un feu rouge. Ça veut dire que si quelqu'un nous appelle en nous disant est-ce que madame machin est hospitalisée? Est-ce que je peux lui parler? Nous, la réponse, ce sera: «Ah, on n'a pas de madame machin». Heu, parce qu'elle nous a demandé, voilà, elle s'est mis en liste rouge, voilà, pour, heu, pour avoir des termes un peu plus exacts et une représentation un peu plus précise. C'est comme si vous étiez en liste rouge de l'annuaire, en fait. Vous n'existez pas pour l'hôpital à ce moment-là. Merci Bérénice. Donc, sans vouloir trahir, garder la confidentialité, je ne vais pas donner le nom de famille, mais c'était Noémie qui avait levé la main. Donc, je ne sais pas si c'était une erreur ou pas. Et Alors, sinon, Noémie, votre micro est éteint, donc si, enfin, la possibilité de parler vous a été ouverte, mais si vous souhaitez qu'on vous entende, il faut activer votre micro. Et en attendant, je me permets de répondre à une question qui est sur le chat. Est-ce que le dossier médical peut inclure les relèves paramédicales, IDE, infirmière douleur, etc. Donc, je vais faire une réponse en deux temps. Alors, le dossier médical tel qu'il est alimenté par l'établissement, bien évidemment, comment dire, il inclut tout ça, y compris les relèves paramédicales. Et alors, si votre question, c'est plus précisément de savoir si vous pouvez y avoir accès en termes de communication de dossier, quand vous demandez la communication de votre dossier, oui, tout à fait, il faut le préciser que vous le souhaitez, en tout cas en tant que patient. Et dans ce cas-là, on vous les communique. Alors par rapport aux relèves, je préfère le préciser, c'est que pendant très longtemps, et c'est encore le cas dans de nombreux établissements, le dossier infirmier était papier. Et donc, on a une représentation de la relève paramédicale telle qu'on l'a connue en papier, c'est-à-dire les infirmières qui écrivaient, voilà. Et c'est souvent sur des documents qu'on appelait les Cardex, qui sont des grands documents infirmiers. Maintenant que dans certains établissements, les dossiers infirmiers sont informatisés, c'est, comment dire, c'est beaucoup plus, comment vous expliquer? C'est beaucoup plus codé, dans le sens où ça va vraiment être, je ne sais pas, l'attention, c'est de temps, etc. Donc, elles répondent, enfin, quand c'est informatisé, ça veut dire qu'il y a des champs qui sont pré-remplis, par exemple, tension 2 points, pouls 2 points, etc. Et donc, elles répondent comme ça, et ça va être les produits administrés, tout ça. Et donc, parfois, si des gens ont connu les dossiers infirmiers papier, et que maintenant, moi, ça a été mon cas, hein, parce que ça fait longtemps que je travaille ici, et qu'on voit les dossiers infirmiers informatisés, on a l'impression qu'il y a moins de choses. Et en fait, ça se concentre vraiment sur le soin infirmier. eh bien, écoute, merci Bérénice, merci Denis. On va conclure hein, parce qu'on vous avait promis une bonne heure. On a largement dépassé notre quota. Donc, simplement en vous remerciant de votre participation nombreuse, en remerciant Denis qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, et puis Merci. Bérénice pour ce bel exposé. Merci. Donc, on reviendra vers vous, hein, comme on le prévoyait, comme j'avais dit au début de mon propos, sur la partie satisfaction des patients. Ça fera l'occasion d'un webinaire dédié sur les modes de recueil de satisfaction. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à très vite sur les webinaires du centre. Merci à tous. Et Merci. je précise que Bonne soirée. Au revoir. sera disponible bientôt sur le site du Centre Lombérard en replay. Donc, merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.